Il est 6h42. Le couloir du service pédiatrique est encore silencieux, à peine réveillé par le chuintement des balais et le bip intermittent des machines. Une odeur familière de désinfectant flotte dans l'air. Les murs, couverts de fresques enfantines aux couleurs passées, semblent plus tristes que rassurants. Aïcha Ben Fares, blouse bleue, badge autour du cou, badge qui dit « Agent hospitalier, hôpital Avicenne, ALB, bloc pédiatrique », pousse son chariot de nettoyage avec la routine d'un corps qui connaît trop bien le chemin. Elle a 43 ans, mais en paraît 50. Les mains gercées, le dos voûté, le regard rapide mais fatigué. Elle croise une infirmière, lui adresse un bonjour discret, sans s'attendre à une réponse. Ça fait 18 ans qu'elle nettoie ses murs. Elle connaît chaque recoin de l'hôpital, chaque tâche, chaque bruit, chaque odeur. Ce qu'elle ne connaît pas, c'est l'intérieur des bureaux. Elle termine son premier couloir, range le chariot, ajuste son foulard sous la charlotte. Puis elle enfile son manteau rapidement et sort. Il est à peine 7h15. Elle a 20 minutes de trajet pour atteindre un autre hôpital. Pas pour y travailler cette fois, pour attendre. Sa fille, Inès, 9 ans, souffre d'une maladie rare. Diagnostic tombé il y a un an. Syndrome inflammatoire multisystémique. Une maladie qu'elle n'avait jamais entendue avant. Un nom qui fait peur. Un nom qui change une vie. Et malgré son emploi dans un hôpital public, malgré ses années de service, malgré ses appels, ses mails, ses courriers, sa fille ne peut pas être suivie à Avicenne. Ce n'est pas son secteur. Il faut une orientation du médecin traitant. Le service est saturé. On ne fait pas de dérogation pour les employés. Elle les connaît, ces phrases. Elle les a entendues 1000 fois. Et à chaque fois, elles résonnent un peu plus fort, un peu plus cruelles, parce qu'elles viennent d'ici, de là où elle travaille, de là où elle nettoie les toilettes à 5h du matin, là où elle essuie les sangs, les vomis, les chutes, les cris, là où elle s'épuise pour 1400 € par mois, mais pas pour sa fille. À la station de métro suivante, elle serre la main d'Inès. La petite, blême, porte un bonnet gris et un masque trop grand. Elle ne dit rien. Elle est fatiguée. Trop. Depuis quelques semaines, ses douleurs s'intensifient. Parfois, elle pleure en silence, la nuit, pour ne pas déranger. Aïcha le sait. Elle l'entend. Le rendez-vous est à Robert Debré. Un autre hôpital, une autre équipe, un autre monde. En salle d'attente, Aïcha s'assied. Elle sort son badge. C'est devenu un réflexe. Le montrer. Le poser sur ses genoux. Comme si ça pouvait aider. Comme si quelqu'un allait dire « Mais madame, vous êtes des nôtres. Bien sûr que votre fille sera prise en charge ici, comme elle le mérite. » Mais non. Personne ne dit rien. À 9h10, une interne vient les chercher. Consultation standard. Évaluation clinique. Discussion sur la prochaine IRM, sur les délais, sur l'absence d'unités spécialisées dans leur région. Encore une fois, il faut attendre. 3 mois. Minimum. 3 mois, c'est long. Très long. Surtout quand on voit sa fille perdre du poids, perdre des couleurs, perdre l'envie. Sur le chemin du retour, Inès dort sur son épaule. Aïcha regarde par la fenêtre du tramway. À l'arrêt suivant, elle aperçoit l'enseigne de l'hôpital Avicenne. Là où elle va reprendre son service dans 2 heures. Là où Inès n'existe pas. Elle serre les dents. Elle ferme les yeux. Et elle se promet quelque chose. Elle ne laissera plus jamais passer ça. Ce jour-là, elle décide de faire quelque chose qu'elle n'a jamais osé faire. Elle écrit une lettre. Pas à la direction, pas à la presse, mais à Omar Sy. Elle ne sait pas s'il lira. Elle ne sait même pas s'il la recevra. Mais elle sait qu'il a déjà écouté d'autres silences, et elle se dit que peut-être, juste peut-être, il entendra le sien. Le soir même, après avoir couché Inès et terminé sa vaisselle dans la petite cuisine éclairée par une ampoule nue, Aïcha s'assoit à la table du salon. Un vieux classeur ouvert devant elle, rempli de comptes rendus médicaux, de formulaires refusés, de lettres restées sans réponse. Chaque feuille est une humiliation datée. Mais ce soir, c'est elle qui va écrire. Pas pour se plaindre, pas pour supplier, mais pour raconter. Elle ouvre un cahier à spirale, prend un stylo noir. Son écriture est appliquée, hésitante. Elle ne sait pas vraiment par où commencer. Alors elle écrit ce qu'elle ressent. « Monsieur Omar Sy, je ne vous écris pas comme une fan. Je vous écris comme une mère qui nettoie les couloirs d'un hôpital où sa propre fille ne peut pas être soignée. » Les mots viennent lentement, puis plus vite. Les phrases s'enchaînent. Elle parle d'Inès, de sa maladie,
des refus qu'elle a reçus. Elle parle de sa blouse, de ses horaires, de ses appels laissés sans réponse. Elle écrit tout ce qu'elle n'a jamais osé dire. Elle termine par une phrase simple. « Je ne vous demande rien, juste de lire, juste de savoir que nous existons. » Elle signe « Aïcha Benfares ». Puis elle referme le cahier et prend une photo de la lettre avec son vieux téléphone. Elle ne connaît personne dans le monde des médias. Mais elle a vu que parfois, Omar répondait à des messages. Alors elle cherche une adresse. Elle tombe sur le compte d'une association qu'il soutient. Elle envoie un message, sans trop y croire. Le lendemain, la vie reprend. 4h45, réveil. 5-6-13-6, bus. 6:20, badge, balai, produit, gants jetables. Elle travaille comme si de rien n'était. Mais quelque chose a changé. Elle a envoyé un cri. Et même si personne ne répond, au moins elle n'a plus tout gardé en elle. 2 jours plus tard, elle reçoit un appel inconnu sur son portable. Elles hésitent, décrochent. « Bonjour, je suis Sarah, je travaille avec Omar Sy. Il a lu votre lettre. » Le cœur d'Aïcha manque un battement. « Il voudrait vous rencontrer. En toute discrétion, juste pour vous écouter. Seriez-vous disponible ce week-end » Elle n'arrive pas à parler, elle dit juste oui. Le samedi suivant, elle se rend dans un café discret du 10e arrondissement. Elle est nerveuse, elle a mis son plus beau foulard, pas pour impressionner, juste pour ne pas avoir l'air fatiguée. Omar arrive, sans garde du corps, sans caméra. Il porte un manteau sombre, un bonnet, un sourire doux. « Madame Benfares » Elle se lève, gênée. « Je ne pensais pas que vous viendriez. » Il s'assied, lui tend une main sincère. « C'est moi qui vous remercie de m'avoir écrit. Asseyons-nous. » Il commande 2 cafés. Le silence s'installe, pas gênant mais chargé. Puis elle parle. Elle lui raconte tout. Pas seulement la maladie, pas seulement les refus. Elle lui parle aussi des regards. Des « vous êtes du service » des « ah mais vous travaillez ici » lancés comme si ça la disqualifiait d'avance. Omar ne l'interrompt pas, il écoute. Vraiment. « Le plus dur, dit-elle, ce n'est pas qu'on dise non, c'est qu'on dise non en me regardant comme si j'étais rien. Comme si j'avais pas le droit d'exister au même endroit que les autres. » Elle baisse les yeux. Il reste silencieux un instant, puis dit doucement « Vous avez mis des mots sur quelque chose que beaucoup vivent. Je ne veux pas parler à votre place, mais si vous voulez, on peut le dire ensemble. » Elle relève la tête. Elle ne comprend pas tout de suite. « Ce que vous m'avez écrit, les gens doivent l'entendre. Si vous êtes d'accord, on pourrait faire une vidéo. Pas de mise en scène, pas de décor, juste vous. Et votre vérité. » Elle hésite, longtemps. « Je veux pas qu'on se serve de moi. On ne se servira de rien. C'est vous qui parlerez. Moi, je serai juste là. » Elle regarde par la fenêtre. Le monde continue dehors. Les voitures passent. Les gens vivent. Elle pense à Inès, à sa nuit difficile, à son visage amaigri. Elle se tourne vers lui. « D'accord. Mais pas pour moi. Pour toutes les autres mères qui se taisent. Et pour ma fille. » Il hoche la tête. « Alors on le fait, ensemble. » Le tournage a lieu 3 jours plus tard. Une petite salle prêtée par une association. Pas de décor, pas de maquillage. Une chaise, une caméra, un micro-cravate. Aïcha est assise, droite. Elle serre un petit mouchoir froissé dans sa main gauche. Omar est là, en retrait. Pas à l'image. C'est sa volonté. Ce n'est pas son histoire. C'est celle d'Aïcha. La caméra tourne. Elle respire profondément. « Je m'appelle Aïcha Benfares. Je suis femme de ménage dans un hôpital public. Et ma fille est malade. Très malade. » Le ton est calme. Il n'y a pas de larmes. Juste une dignité brute. Elle parle de l'annonce du diagnostic, de l'attente interminable pour un IRM, de la commission qui a refusé la prise en charge à domicile parce que les critères sociaux ne sont pas réunis. Pendant ce temps, Aïcha est à la maison, assise sur le canapé, téléphone à la main. Elle a reçu un message d'une ancienne patiente. « Vous m'avez souri un jour, où j'étais au bout. Vous n'avez rien dit, mais j'ai tenu. Merci. » Elle regarde aussi les messages moins tendres, des anonymes sur les réseaux, encore une victime qui fait sa star. Qu'elle aille bosser au lieu d'écrire des lettres. On a compris, t'as mal, t'as perdu, t'as pas le monopole du drame. Elle ne répond pas. Elle garde le silence comme un bouclier, mais elle sent au fond que l'équilibre est fragile. Omar lui suit tout, discrètement. Il lit les commentaires, les tribunes, les prises de position. Il note une chose, cette fois, ce n'est pas un simple élan émotionnel, c'est plus profond. Comme si quelque chose avait été réveillé et refusait de se rendormir. Alors,
Il décide d'agir. Il contacte une avocate spécialisée en droit de la santé, une femme brillante, connue pour avoir défendu des familles dans des cas de négligence médicale. Je veux qu'Aïcha sache qu'elle a une option, pas une obligation, mais une option. L'avocate accepte, et le lendemain, elle rencontre Aïcha dans un café discret du 18e arrondissement. « Je ne vous propose pas un procès, dit-elle, je vous propose une place, une parole, une posture, pas contre un hôpital, contre une machine. » Aïcha hésite, elle ne veut pas de guerre, mais elle ne veut plus reculer non plus. « Je n'ai pas les mots juridiques, mais j'ai des faits, dit-elle, et j'ai une fille qui veut juste vivre. » Ce jour-là, elle signe un mandat de représentation. Ce n'est pas un dépôt de plainte, c'est une déclaration. Elle existe. Quelques heures plus tard, une information tombe dans la presse. Aïcha Ben Fares sera reçue au Sénat pour une audition exceptionnelle sur l'accès aux soins en milieu hospitalier. La nouvelle fait l'effet d'un séisme. Sur les plateaux, les langues se délient. Une femme de ménage au Sénat? C'est symbolique ou politique? Et après quoi? Un patient SDF à Matignon? Ou peut-être que c'est juste ça, la démocratie. Le jour de l'audition, Aïcha entre dans le palais du Luxembourg, un dossier à la main. Dans ce dossier, des plannings, des fiches de paye, des lettres de refus et une photo de sa fille, Inès, endormie dans son lit d'hôpital. Elle est accueillie par une assistante parlementaire. Sourire crispé, ton poli. Mais Aïcha sent que sa présence dérange. Pas violemment, subtilement, comme un rappel qu'elle n'est pas censée être ici. Elle entre dans la salle d'audition. Autour de la table, des sénateurs. Cravates, tailleurs, ordinateurs ouverts. Aïcha pose son dossier. Elle regarde chacun dans les yeux. Et elle dit simplement « Je suis venue pour vous dire ce que vous ne voyez jamais, ce que vous choisissez de ne pas entendre. » Elle parle de la fatigue, de la peur, des abandons. Elle lit les horaires impossibles, les nuits blanches, les réponses administratives absurdes. Elle cite les noms, les lieux, les dates. Puis elle lève une photo. Ça, c'est Inès. Elle n'a rien demandé. Elle veut juste aller à l'école. Pourquoi est-ce que c'est un privilège aujourd'hui? Un sénateur tente une relance. Mais madame, vous comprenez que les moyens sont limités. Elle le coupe calmement. Non, les moyens ne sont pas limités. Vos priorités le sont. Silence. Quelqu'un tousse. Une autre personne ferme son ordinateur. Quand elle sort de la salle, elle ne sourit pas. Mais elle sent quelque chose. Comme si, pour la première fois, l'écho de sa voix avait touché les murs. Et dehors, la presse l'attend. Pas avec des micros agressifs, mais avec des regards différents, moins condescendants, plus curieux. Un journaliste l'interroge. « Madame Ben Fares, pensez-vous que votre témoignage changera quelque chose ?» Elle le regarde droit dans les yeux. « Je ne sais pas, mais je sais que le silence, lui, ne changeait rien. » La vidéo de l'audition d'Aïcha est partagée dans la soirée. Pas sur les grandes chaînes, mais sur les réseaux, sur WhatsApp, sur les forums de soignants, dans les groupes de mères. Ce n'est pas une séquence virale au sens classique, c'est une onde, silencieuse, persistante. Un extrait en particulier circule plus que les autres, celui où Aïcha tient la photo d'Inès et dit, la voix claire. Elle veut juste aller à l'école. Pourquoi est-ce que c'est un privilège aujourd'hui? Le lendemain, un lycée de Marseille colle cette phrase en lettres noires sur le mur de la cantine. À Lille, un collectif d'aides soignantes lance une pétition pour garantir un droit de repos minimum pour les mères salariées en charge d'un enfant gravement malade. Et dans une école élémentaire de Créteil, un professeur lit la lettre d'Aïcha à ses élèves de CM2. Une petite fille lève la main. « Moi, ma maman fait le ménage aussi. Est-ce qu'elle peut parler au Sénat, elle aussi ?» Pendant ce temps, dans l'ombre, Aïcha retourne à l'hôpital. Discrètement. Elle reprend son poste. Comme avant. Mais rien n'est comme avant. Ses collègues la regardent autrement. Certains l'évitent. D'autres, au contraire, la saluent pour la première fois depuis des années. Une jeune infirmière l'arrête dans le couloir. « Je ne t'ai jamais remercié, mais tu sais, ce que t'as fait, c'est nous tous que t'as porté. » Aïcha sourit, fatiguée, mais droite. Omar Sy, de son côté, reçoit une lettre manuscrite, signée Inès, quelques lignes à peine. « Merci d'avoir aidé maman, je me suis sentie importante. » Il la lit 3 fois. Puis, il l'encadre dans son bureau. Il sait que son rôle est terminé. Ce n'était jamais à lui de tenir le micro, juste d'amplifier la voix, de faire un pas en arrière quand il fallait que les bonnes personnes s'avancent. Alors il écrit une dernière tribune, pas dans un journal, sur un mur,
dans un centre social de Bobigny, à la peinture blanche. Il y a des vérités qui ne demandent pas à être racontées, elles exigent juste qu'on les écoute. Et il signe en bas, discrètement. Juste Omar. À Bordeaux, Inès reprend peu à peu l'école, quelques demi-journées par semaine, fatiguée mais présente. Dans son sac à dos, une photo d'elle et sa mère devant l'Assemblée nationale. Elle la montre parfois à ses camarades, comme d'autres montreraient un ticket de concert ou une carte postale. C'est ma maman. Elle a parlé pour moi et pour d'autres. Fatima, une mère rencontrée lors d'une consultation, s'approche d'Aïcha un jour dans la salle d'attente. Elle tient son bébé contre elle. « Je vous ai vu, à la télé. Vous m'avez donné du courage. » Aïcha ne sait pas quoi répondre. Alors elle serre simplement la main de la jeune femme. Le soir, elle rentre tard. Elle trouve Inès endormie sur le canapé, une BD ouverte sur le ventre. Elle l'observe longtemps, puis elle lui caresse les cheveux. « On a encore du chemin à faire, » murmure-t-elle. « Mais maintenant, au moins, ils savent qu'on existe. » Le téléphone vibre. Un message. C'est un cadre de l'hôpital. Il annonce qu'un comité interne a été lancé pour améliorer les relations entre les familles et les équipes. Il invite Aïcha à y participer. Non pas comme témoin, mais comme actrice. Elle hésite. Puis elle répond « Oui, mais pas seule. » Et elle envoie un second message à d'autres mères, d'autres femmes de ménage, d'autres invisibles. On nous a laissé parler, maintenant on va s'organiser. Le lendemain, à l'école d'Inès, une institutrice accroche une affiche au mur de la salle des maîtres. C'est une citation, écrite à la main. Le problème, ce n'est pas qu'on n'entend pas les invisibles, c'est qu'on ne veut pas croire ce qu'ils disent. Et au feutre rouge, en bas de la feuille, un simple prénom, Aïcha.